à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce vendredi après-midi. Je suis Sophie Mathieu, je suis responsable des partenariats pour les événements Propel by MIPIM, dont la prochaine édition se tiendra à Paris. C'est les 14 et 15 septembre. Pardon. Donc, une nouvelle semaine s'achève. Et comme chaque vendredi, nous avons une session en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier dans le neuf et de ses enjeux dans la transformation digitale. Je suis pour cela ravie d'accueillir deux exceptions dans l'immobilier. La première est Jeanne Massa, qui est CEO et cofondatrice d'Habitéo. Jeanne, bonjour, est-ce que tu es parmi nous? Bonjour. Alors. Voilà, et la deuxième personne, on t'entend très bien, la deuxième personne, Merci. qui est directrice marketing et communication de Kaufmann & Broad. Bonjour Christelle. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Le micro est à vous. Eh bien, ravie de pouvoir parler un peu avec vous de ce qu'est la transition digitale dans l'immobilier du neuf. Et c'est vrai qu'au sortir, aux prémices de ce début de fin de crise, il faut qu'on soit aussi tous en anticipation pour préparer une reprise dans les meilleures conditions. Anticipation aussi pour essayer de réfléchir à ce que peuvent aujourd'hui faire la promotion immobilière, les constructeurs et tout le secteur immobilier pour pouvoir sortir, pour pouvoir emmener peut-être une transition sur une nouvelle manière d'aborder la commercialisation. Et je pense que tout le monde est en train de réfléchir ou l'a déjà fait à une stratégie digitale marketing et plus spécifiquement à comment on peut réinventer l'expérience client digitale. Je voulais simplement mettre en chapeau, avant de passer la parole à notre experte Christelle Marchand, simplement reprendre le chiffre de Se Loger. Les 7 futurs acquéreurs sur 10 dans leur dernier baromètre sont confiants dans l'aboutissement de leur projet dans les 6 prochains mois, donc de leur projet d'achat. Et puis, quand on regarde sur une partie, ce qu'est peut-être la force du digital, on se rend compte que la visite virtuelle immobilière attire 3 à 5 fois plus de clics sur les portails d'annonces que lorsqu'on a une vidéo sur Facebook ou une visite 360 sur Facebook, on a une portée 135 fois plus élevée en pourcentage que pour une photo. Et puis, si on s'attache au taux de conversion sur les landing pages, eh bien, on constate qu'avec une vidéo, avec une interactivité, avec un visuel interactif, on gagne 80% de conversion supplémentaire. Donc, ça montre bien la force du digital. Et c'est vrai que lors d'un dernier webinaire qu'on a pu faire avec Habitéo, 82% des promoteurs qui étaient présents déclaraient vouloir globaliser leur parcours client digital. Et seulement 46% l'avaient déjà testé auparavant. Donc, il y a une prise de conscience qui s'est faite sur les outils digitaux. Tout le monde en parle aujourd'hui. Mais je suis ravie parce que Christelle Marchand, qui est là avec nous et qui est la directrice marketing de Kaufmann & Broad, ils étaient précurseurs. Ils ont été parmi les premiers à travailler sur cette digitalisation. Et déjà à miser sur une expérience client digitale depuis très longtemps, depuis quasiment 2015 exactement. Donc, j'aimerais comprendre comment vous avez qu'est-ce que ça vous a amené jusqu'à aujourd'hui et est-ce que maintenant vous allez faire les choses peut-être encore différemment et jusqu'où est-ce que vous allez aller? Oui, alors comprendre ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est repartir aux bases de ce qu'est notre métier, c'est-à-dire la vente en l'état futur d'achèvement. Et le sujet de la vente en l'état futur en achèvement, c'est que c'est en l'état futur d'achèvement et que nous avons le devoir d'expliquer
à nos clients potentiels, ce que va être concrètement l'appartement qu'ils achètent sur plan, puisque c'est le sujet. Et donc, évidemment, au fur et à mesure, depuis une dizaine d'années maintenant, que les technologies nous ont permis de représenter la chose vendue de façon de plus en plus concrète, grâce à la 3D, grâce à la vidéo, grâce à la virtualisation. Nous, on a eu à cœur de le faire parce qu'on considérait que c'était quelque chose que l'on devait à nos clients. Donc, c'est un premier sujet qui est vraiment la représentation de quelque chose qui est virtuel puisque c'est vendu en état futur d'achèvement. Donc, ce premier sujet, tu l'as souligné, ça a donné l'objet, enfin en tout cas depuis 2015, nous sommes un promoteur et je crois qu'on est toujours le seul à systématiquement, pour l'intégralité des programmes que nous mettons en commercialisation, nous mettons à la disposition de nos clients potentiels une maquette virtuelle, des plans 3D pour l'intégralité des appartements que nous commercialisons, et une visite virtuelle d'appartements par typologie. Donc, ça, c'est un espèce de pack de base. D'ailleurs, je fais juste une petite… Je rends à César ce qui est à César. En interne, on l'appelle le pack Habitéo. Donc, même si Habitéo n'en fait pas 100%, c'est le nom qu'il a en interne. Donc, merci Jeanne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a conçu ensemble depuis des années et qui permet d'avoir effectivement que nos clients se projettent complètement dans l'appartement qu'ils envisagent d'acheter. Donc, ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension… c'est celle avec laquelle on a beaucoup connecté depuis bientôt 3 mois, mais qui en réalité a des fondements bien avant la crise du Covid, c'est la vente à distance, je vais l'appeler comme ça. C'est-à-dire que l'avènement du web a amené le consommateur à consommer différemment, à se comporter différemment dans ses acquisitions, quelles qu'elles soient. Et évidemment, l'immobilier n'échappe pas à cette règle. Et ça veut dire que le parcours de décision d'un acquéreur dans l'immobilier, qui plus est dans l'immobilier neuf, se fait de façon digitale, c'est-à-dire se fait sur Internet. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire sur les statistiques qui ont été publiées il n'y a pas longtemps par Se Loger, mais effectivement, tout le parcours de décision, tout le parcours d'achat se fait en ligne et du coup se fait dans des conditions, à des horaires, dans des lieux qui ne sont plus forcément la bonne petite cahute en algéco bien décorée qui se situe en bas du chantier avec les beaux panneaux à côté. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça n'existe plus. Pour être très clair, il n'existera plus, mais ça veut dire que oui, il faut donner la possibilité, si on considère que la force de vente a toujours, et peut-être plus que jamais à mon avis, un rôle à jouer pour guider, accompagner, influencer, pourquoi pas, ce parcours d'achat, ça veut dire qu'il fallait lui donner les moyens de pouvoir le faire à distance et d'une autre façon que classiquement dans la bulle de vente. Donc pour ça, oui, tu voulais me couper peut-être, Jeanne ? Non, mais du coup, est-ce que vous avez déjà les outils vous les aviez déjà avant et ils les utilisaient déjà? Est-ce que vous faisiez déjà de la vente à distance? Ou est-ce que quelque part, ça a forcé les forces de vente à prendre les choses en main et à utiliser ces panels d'outils que vous aviez peut-être portés auparavant avec moins de force? Alors exactement, tu viens de résumer, c'est-à-dire qu'effectivement, ces outils, pour nous, nous les avons mis en place un petit peu après la digitalisation totale de nos produits. Depuis courant 2016, nos vendeurs ont à leur disposition une application qui est une application de vente en face à face, c'est-à-dire que c'est une application qui leur permet de présenter toutes les opérations du groupe Kaufmann partout en France et de les présenter de manière la plus complète possible, c'est-à-dire en pouvant partager avec leurs clients potentiels l'intégralité des documents qui permettent de présenter un programme. C'est-à-dire bien sûr les plans, les illustrations, les visites virtuelles, les plans masse, les fiches de description, les notices explicatives, les vidéos, j'en passe, le nombre de médias à présenter pouvant d'ailleurs être différent d'un programme à l'autre en fonction de ce qu'il y a à présenter dans un programme ou dans un autre. Donc cette application, elle existe depuis 2016. Les vendeurs l'utilisent d'ailleurs en bureau de vente aussi, enfin surtout d'abord, bien sûr, mais c'est une application qui peut aussi être bien sûr partagée sur des outils tels que celui sur lequel nous sommes en train d'échanger. En l'occurrence, chez Kaufmann, nous utilisons l'outil Teams, mais peu importe. Et avant Teams,
Skype, tout bêtement et tout simplement, puisque c'était l'outil grand public quand même le plus partagé préalablement à cette crise du Covid. Et donc, on est en capacité de faire des présentations en face à face, mais à distance depuis très longtemps. Maintenant, tu l'as évoqué et tu as parfaitement raison. Cette crise, par ailleurs regrettable pour bien des raisons, elle a eu ça de vertueux, c'est qu'elle a accéléré la prise en main à distance de ces outils-là par notre force de vente. Et le résultat, il est clair, c'est que nos vendeurs, ils ont vendu pendant la crise du Covid. Ils continuent à vendre aujourd'hui, alors que le déconfinement n'en est qu'à ses prémices et qu'on reste extrêmement précautionneux et ferme sur, je dirais, la rencontre physique, qui ne se fait pas encore de façon… on n'est pas revenu à la normale. D'ailleurs, reviendra-t-on un jour à la normale sur ces sujets-là? C'est une question. Donc, c'est vrai que ça a eu un effet d'accélérateur, que ceux d'entre eux qui pouvaient être récalcitrants à l'idée de faire des réunions à distance, de faire des rendez-vous à distance, ils ont bien été obligés et donc en ont fait et se sont peut-être mieux appropriés les outils et familiarisés avec le fait que ce soit possible et que ça a un effet accélérateur qui, je crois, restera dans les choses positives qu'on gardera de cette période. Et du coup, est-ce que vous allez jusqu'au bout? Tu as pu nous dire que vous aviez effectué des ventes, donc ça veut dire aussi que vous allez jusqu'à la signature électronique et que vous avez toute une relation client qui s'inscrit derrière complètement à distance. Alors oui, la relation client à distance, elle existe à toutes les étapes de la chaîne finalement. Là, on vient de parler de la présentation du programme et de la phase strictement commerciale. Cette phase strictement commerciale, à un moment donné, elle aboutit à une signature. Donc, bien évidemment, nous sommes équipés pour signer à distance via notre partenaire Unlatch, pour le citer à cette occasion. Donc oui, signature des contrats à distance. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, plus loin dans la chaîne, on est aussi capable, d'ailleurs par le même type d'application, de partager, en fait, en tout cas de travailler sur les choix showroom à distance aussi, avec des catalogues d'options ou de prestations qui peuvent être consultées du coup dans un rendez-vous en ligne et confirmées via l'application dans un espèce de petit dossier qu'on appelle la feuille de style de votre appartement, donc, qui est envoyée évidemment par mail au client. Donc, on continue cette chaîne dans le choix des prestations. Et puis, de toute façon, et depuis très longtemps, les clients, donc les acquéreurs qui sont réservataires et qui attendent la livraison de leur appartement, ou même après la livraison de l'appartement, peuvent travailler, enfin en tout cas converser avec nous et trouver toute une documentation et tout un tas d'informations dans une application qui est notre espace client, et qui est un outil aussi de rencontre, d'information et de questionnement entre le promoteur Kaufmann et Broad et ses clients. Et du coup, est-ce que vous avez déjà fait, parce qu'on entend beaucoup parler du lancement 100% commercial qu'a fait Nexity pendant ce confinement, mais puisque vous avez toute la palette, vous avez de quoi faire des lancements commerciaux 100% digitaux. Est-ce que vous les aviez déjà testés? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous imaginez en faire? Alors, en fait, ça fait sourire parce qu'on en avait déjà fait avant. Puisqu'en fait, il nous est arrivé de faire des lancements 100% digitaux, mais dans des configurations un peu particulières, c'est vrai, sur des lancements un peu particuliers, avec des prix méprisés ou des choses comme ça. Donc ça, c'était avant la crise du Covid. Pendant la crise du Covid, nous avons fait des lancements effectivement digitaux. La différence entre ce qu'on a pu faire et ce qu'ont pu faire certains de nos confrères, c'est que nous n'avons pas utilisé le webinar. Non pas qu'on ne croit pas à cet outil, bien au contraire, on y croit beaucoup. D'ailleurs, on l'utilise déjà en interne pour former nos vendeurs depuis un certain temps. Donc, bien sûr, ça n'a fait que se développer plus dans la période qu'on vient de traverser. On n'a pas utilisé le webinar tout simplement parce que les lancements que nous avons eu à faire pendant la période étaient des lancements, je ne devrais peut-être pas dire ça comme ça, mais petits et qui se sont faits très vite, qui bizarrement dans la période se sont vendus très vite et très bien. Donc voilà. Et nous sommes par ailleurs en préparation d'un certain nombre de lancements entre maintenant et la fin de l'année que nous ferons de façon digitale. C'est-à-dire qu'on espère bien qu'on pourra les faire aussi en présentiel sur les sites. Il n'y a pas de…
on n'a pas l'intention de ne plus faire ça. C'est plus une corde de plus à notre arc que quelque chose qui viendrait à la place dans notre esprit. Mais clairement, les lancements que nous nous apprêtons à faire courant juin, juillet, et puis septembre, octobre, etc., ce sont des lancements qui auront aussi un volet de présentation en ligne. Voilà, on va dire comme ça. D'accord, donc on parle de Figital, c'est bien la conjonction quelque part du lieu, du présentiel et de toute la panoplie que peut effectivement offrir le digital. Donc, ce qui ressort dans tes propos, c'est que c'est déjà quelque chose qui fait partie de l'ADN de Kaufman & Broad et qu'effectivement, vous continuez à l'emmener et ça peut être favoriser une prise de conscience ou en tous les cas une accélération, si je comprends bien, auprès des forces de vente. Un petit peu plus loin, quelle serait selon toi, pour se mettre en projection, la relation client que vous pouvez envisager dans le futur? Qu'est-ce qui vous manquerait aujourd'hui pour pouvoir le réaliser ou qu'est-ce que vous attendriez de plus? Moi, je pense que le sujet d'après, on parle beaucoup du monde d'après. Le monde Ouais. d'après, pour moi, en la matière, je crois que c'est ce qu'on appelle aussi dans le secteur du digital le sans couture. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a tous les outils qui existent, je dirais, point par point et puis étape par étape du parcours client. Mais je crois que la vraie professionnalisation de tout ça, c'est la capacité à offrir aux clients une expérience sans couture, c'est-à-dire où on le reconnaît sur toute la chaîne de son parcours et où on a une possibilité d'interagir avec une bonne connaissance du parcours d'avant en permanence. Et ça, aujourd'hui, pour être claire et transparente avec toi, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on est plutôt très bien équipé, d'ailleurs depuis très longtemps et peut-être plus longtemps que d'autres sur chaque phase. Mais en revanche, le continuum, nous ne l'avons pas aujourd'hui, et comme chez beaucoup de promoteurs d'ailleurs, mais c'est lié aussi à notre structure de montage des dossiers. Mais c'est vrai qu'il y a un point de rupture entre la partie, jusqu'à ce qu'on soit réservataire, il y a un continuum qui est plutôt fluide. Et puis après, il y en a un autre qui se met en place. Entre les deux, ce n'est pas toujours parfait. Voilà. D'accord. Donc effectivement, c'est une jonction de vos systèmes d'information quelque part, d'arriver à rationaliser toute l'information et de pouvoir ensuite continuer un accompagnement personnalisé de vos clients. C'est vraiment ça En fait, finalement. c'est horizontal et vertical. Horizontalement, c'est ce que tu viens de dire. Verticalement, c'est quand même aussi d'arriver à faire travailler tous les modes d'entrée en communication avec un même prospect de la même façon, c'est-à-dire qu'on puisse indifféremment commencer une conversation avec lui au téléphone, la poursuivre par SMS, la reprendre sur l'application d'espace client où il faut se loguer, puis la repoursuivre par mail et que tout ça puisse être dans un continuum qui soit lisse et fluide, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ça requiert c'est un peu de technologie tout ça, donc c'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire. Ce qu'on a déjà beaucoup plus dans l'e-commerce d'ailleurs, parce que effectivement le multicanal est beaucoup prisé et il existe des outils, mais qu'il est difficile de s'approprier sur une chaîne de production qui est celle de l'immobilier, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes qui sont complètement différentes de ce qu'on peut avoir sur des produits normaux et ce n'est pas si simple d'adapter. Et puis surtout, on est sur des temps beaucoup plus longs, c'est-à-dire que moi, je me suis effectivement beaucoup intéressée aux outils et au process du e-commerce, parce que je crois qu'on a beaucoup à apprendre en fait de ce secteur qui semble très éloigné du nôtre. Mais il y a plein de choses qui se font très bien avec des outils que tout le monde connaît dans le e-commerce, qui ne sont pas reproductibles sur notre profession, tout simplement parce que la relation client sur notre profession, elle est d'au moins 3 ans. Et puis en vrai, ce n'est pas ça, parce qu'il y a d'au moins 10 ans plus 3 ans, puisqu'il y a une décennale derrière la livraison. Et qu'en fait, sur ces temps longs, c'est compliqué. Le multicanal n'est pas aussi simple que ça. Et en tout cas, les outils pour le gérer ne sont pas strictement ceux du e-commerce, par exemple. Voilà.
Tout à fait. Et une dernière question, du coup, l'enjeu de la data, parce qu'on en parle beaucoup, on parle de la data de l'environnement, on parle de la data du bâtiment et on parle de la data des clients. Comment est-ce qu'à un moment donné, vous vous positionnez par rapport à ces enjeux-là et est-ce que finalement, vous avez d'ores et déjà les outils, vous exploitez peut-être les outils existants et l'ouverture d'un certain nombre de données pour la profession ou est-ce que vous êtes encore en train d'y songer? La data, pour nous, en fait, il y a deux grands domaines d'application de la data. Il y a un premier domaine qui est celui de la conception de nos produits, c'est-à-dire toute la data qui peut nous servir à mieux produire ce qui est attendu et absorbable par un marché et tout ce qui nous permet de bien construire un projet sur un foncier donné. Ça, c'est une première donnée. Pour être très clair, ce n'est pas strictement ma spécialité au sein de l'entreprise, mais c'est bien sûr très important. Le deuxième aspect, mais ils se rejoignent forcément, c'est la data concernant nos clients, qui a deux objets encore. Un, les servir mieux et toujours mieux, parce qu'on va les connaître mieux et qu'on pourra du coup mettre en face des services, des produits, une façon de travailler qui va être meilleure pour eux. Et puis, bien sûr, c'est d'aller prospecter, c'est-à-dire de pouvoir trouver, en connaissant mieux les clients acquis, nos futurs clients. Voilà. On a aujourd'hui chez Kaufmann et Broad de bons outils, je crois, des outils assez performants de collecte de la data. Aujourd'hui, pour être très clair, la phase qui s'ouvre à nous, et en particulier à moi au niveau du marketing, c'est comment on va s'en servir de cette data, en sachant que là encore, il y a des beaux écueils dans notre profession par rapport à d'autres professions que peut être le secteur de l'automobile ou le secteur de la vente en ligne, enfin de la vente à distance, parce que c'est quelque chose que je raconte souvent, mais il faut bien comprendre que la data de la clientèle d'un immeuble dans lequel il y a des studios, des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, voire des 6 pièces, et puis dans laquelle il y a un studio sur la rampe de parking orienté au nord et un 6 pièces avec rooftop plein sud, tout ça, enfin ces deux types d'appartements et tous ceux qui y a au milieu ne s'adressent pas à la même clientèle. Et pourtant, c'est un seul et même produit. Donc, c'est cette idée qu'on ne travaille que sur des prototypes. Alors, pour faire des prototypes, il faut aller chercher de la data quand même qui soit statistiquement fiable. Et donc, on peut commettre pas mal d'erreurs en la ramenant pas avec quand même du bon sens. Donc, moi, l'analyse de la data, je trouve, en nombre, en masse, je la trouve toujours intéressante, à condition qu'elle soit ramenée à la connaissance terrain, à l'expérience et au bon sens d'un moment donné de lancement. Je ne sais pas si j'ai été très claire pour exprimer ma pensée. Mais voilà. Mais pour autant, bien sûr qu'on a un vrai travail à faire pour aller définir les personas, comme on dit maintenant, de notre clientèle qui quand même existe, et tout ça pour pouvoir leur donner leur faire de meilleures propositions en fait. Et alors encore dans le sens de prospective, on parle beaucoup de changement d'usage de l'habitat. Est-ce que en tant que promoteur, vous réfléchissez déjà à comment est-ce que vous allez faire évoluer potentiellement vos programmes et comment est-ce que vous allez intégrer cette partie-là? On parle de besoins d'espace extérieur peut-être plus importants pour l'ensemble des appartements, d'avoir peut-être des espaces également de bureaux. Et comment est-ce que vous allez réfléchir ou comment est-ce que vous l'intégrez d'ores et déjà dans votre réflexion aujourd'hui? Alors, on l'intègre dans notre réflexion aujourd'hui, oui, bien sûr. Après, je vais paraphraser mon président qui a répondu à un journaliste la semaine dernière la chose suivante, c'est que c'est quand même compliqué d'apporter des réponses à un problème immédiat quand on est des acteurs qui travaillons sur des temps longs de construction de la ville et qu'on sait que les projets qu'on écrit aujourd'hui, ce sont des projets qui sortiront dans 2 ans. Et qu'inversement, les projets qui sortent aujourd'hui sont des projets qui ont été écrits il y a 2 ans. Donc, il faut toujours se rappeler de ces temps-là pour parler d'immobilier. Mais oui, bien sûr, on réfléchit à ça. D'ailleurs, on y réfléchit avec nos 2 cerveaux, si je peux dire les choses comme ça, parce que moi, je représente
ne représente même pas plutôt, mais complètement le logement chez Kaufmann et Broad. Mais Kaufmann Broad, ce n'est pas que du logement, c'est aussi une activité d'immeuble de bureau qui est importante et passionnante, et avec des très beaux objets qui sont en conception ou en début de construction. Et que bien sûr, cette réflexion-là, finalement, elle se répond, notamment sur la question du télétravail, bien évidemment. Mais aussi, pourquoi pas, des espaces partagés, mais aussi de la notion justement de bonne gestion des espaces extérieurs. Donc, il y a pas mal de réflexions qui sont en cours. On fait appel d'ailleurs sur ces sujets-là à la fois à une réflexion interne, parce qu'on trouve que c'est toujours intéressant de travailler avec l'expérience de nos propres collaborateurs, l'expérience personnelle, et puis aussi à des experts et à des expériences qui ont pu être faites dans d'autres pays. Voilà. Très intéressant. Peut-être on est arrivé quasiment au bout. Déjà, c'était passionnant. Merci Christelle en tous les cas. Merci à toi. Merci à toutes les deux. Il y a effectivement beaucoup de sujets qui ont été abordés. Simplement, peut-être pour conclure, moi j'ai deux petites questions. La première, c'est concernant tout ce qui est talent. En tout cas, c'est la mise en marche de toute l'organisation en fait, pour qu'elle soit ouverte à l'innovation, à la technologie, en termes d'utilisation des outils. Mais aussi, plus précisément, j'aurais bien voulu savoir quel type d'action en fait Kaufmann met en place ou pense à mettre en place pour accompagner tout ce qui est l'intrapreneuriat, tout ce qui est potentiellement des suivis de jeunes startups dans la PropTech. Alors, question tout à fait différente du thème de la conférence, mais oui. Alors, nous, l'innovation chez Kaufmann et Broad, nous la prenons avec pragmatisme et bon sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas friand de l'innovation pour l'innovation, et on trouve que ça fait commettre pas mal d'erreurs, que ça fait en l'occurrence dépenser pas mal d'argent aussi, qui à un moment donné forcément viennent soit grever nos prix, soit nos marges, et ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire ni l'un ni l'autre. Donc on a une vision assez pragmatique de l'innovation. L'innovation, on la traite à la fois en essayant d'animer un réseau d'innovateurs au sein même de Kaufmann et Broad. Et donc, nous avons un patron de l'innovation qui s'appelle Bertrand Hérault et qui, en l'occurrence, est l'animateur de ce réseau interne qui s'est constitué de façon, je dirais, quasiment organique, naturelle, et qui sont des gens qui ont des fonctions dans l'entreprise, tout type de fonctions, et qui consacrent une partie de leur temps et de leur bande passante intellectuelle à poser des idées et à aller les tester et les proposer pour les implémenter dans notre activité au quotidien. Voilà comment je pourrais résumer les choses. Et à côté de ça, on a un travail avec des startups et on a des moyens qui sont pas forcément énormes et pas forcément aussi gros que d'autres, mais ce qu'on aime bien faire quand on en a la possibilité, d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que l'aventure avec Habiteo a commencé, on aime bien donner à des startups dont on pense que le pitch est intéressant et intelligent, l'occasion de venir éprouver leurs idées ou leurs concepts sur notre propre offre. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille. Et c'est plutôt fructueux quand on a pu le faire. Je dirais même d'ailleurs que parfois ça a été fructueux pour montrer que l'idée n'était pas mature ou pas complètement bien développée, et puis parfois pour montrer que l'idée était formidablement intéressante et intelligente et mature. Ça a été le cas par exemple avec Habiteo. Ok, super, très intéressant. Une toute dernière question qui effectivement était le sujet du jour était l'immobilier neuf, mais j'ai quand même une question sur l'ancien qui représente quand même l'essentiel du marché immobilier en France. Comment est-ce que toutes ces technologies, ces innovations s'appliquent à l'immobilier ancien? Et là, c'est une question ouverte à toutes les deux, hein, évidemment. Et comment? Parce que les difficultés sont effectivement différentes. Mais,
Je pense qu'on n'est pas tout à fait les mieux placés, ni Jeanne ni moi. Je laisserai Jeanne répondre après pour répondre à cette question-là, parce que pour le coup, c'est vraiment pas notre cœur de métier. En tout cas, c'est pas le mien. Mais pour fréquenter mes amis de l'ancien sur différentes autres thématiques ou dans différents cénacles, il faut savoir que la digitalisation de la profession de l'ancien, elle existe vraiment aussi beaucoup sur des sujets de visite virtuelle, sur des sujets de homestaging, sur des sujets évidemment de prospection dans toute l'acception du terme. Donc, c'est pas la digitalisation, c'est pas l'apanage du neuf. Ça, c'est certain. Je vais avoir du mal à vous en dire beaucoup plus. Mais je suis tout à fait d'accord. Et en fait, on a le pendant dans l'ancien. Et sur toute la chaîne de la transaction, on est de la même manière. Hein. C'est le fait de pouvoir suivre des clients, le fait de pouvoir emmener sur des visites virtuelles. J'étais il y a quelques jours avec le patron de Guy Hockey qui disait avoir équipé l'ensemble de leurs agences de caméras Matterport pour qu'à un moment donné, pouvoir le transférer en visite virtuelle et généraliser la visite virtuelle. La vente à distance peut se faire aujourd'hui aussi bien dans l'ancien que dans le neuf. Et donc, c'est ça ce qui est le plus important. Ok, super intéressant. Je vous propose de conclure sur cette dernière question. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé à notre programme de Daily Talks. Je retrouve en fait tout le monde et notre programme repartira lundi avec des sessions en anglais. Vous avez le programme sur notre site web et on va aussi le mettre en ligne sur nos réseaux sociaux. Encore merci beaucoup et je vous souhaite un très bon week-end à toutes les deux et à tout le monde. Merci. Avec plaisir. Merci. Bon week-end à vous. Au revoir. Au revoir.